Aujourd'hui, il n'y a plus de rencontres, à peine des démarches erratiques dans les supermarchés. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement de voix autres que médiées par les appareils de téléphonie ou Skype ou Discord. Aujourd'hui, nous sommes toujours confinés. Et franchement, j'arrive toujours pas à lire. Quand même, j'ai repris Virginia Woolf, mais juste une chambre à soi. Bah, une chambre à soi, ce n'était pas la première fois que je le lisais, mais je ne l'ai pas beaucoup lu. Et là, je l'ai d'abord fait pour mes étudiants, parce que je continue à préparer mes TD, télétravail obligatoire. Je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse à tout cela. En tout cas, je pense bien plus à eux qu'à mon ministre, ou mes ministres, ou ma secrétaire d'État, quand je poursuis la tâche à distance, et avec des interrogations donc bien grandes. Et Woolf, pourquoi? Parce que, évidemment, une chambre à soi, et qu'y avait-il en ce moment de peut-être plus pertinent qu'une chambre à soi en ces temps-ci que nous devons la garder. J'ai la chance, je reste privilégiée dans tout cela, d'être à domicile, de ne pas avoir à travailler en me déplaçant, puisque j'ai à travailler. Tel que vous me voyez, je suis une ramasseuse de fraises au repos. Et ça a été quand même une conjonction un peu étrange de relire Une chambre à soi ces derniers jours. Je l'ai fini hier soir assez tard, tout en étant confinée. Et là, je suis en pleine confinerie, confiture, déconfiture, et de me retrouver encore au croisement de ces questions, féminisme, écriture, littérature, ça n'arrête pas, ça va continuer parce que ça va devenir un champ de recherche. Je pense que vous l'avez compris, les choses sont en train de s'installer, mais comme de toute façon, il n'y a plus aucune date pour rien, je le fais pour moi, depuis ma petite chambre. Et là, en relisant Une chambre à soi, ça a vraiment été un choc, parce que on est loin du divertissement pascalien, de cette difficulté à rester au calme dans une chambre, puisque ce que demande Woolf, c'est justement que les femmes aient 500 livres de rente et une chambre à elle-même qui ferme avec un verrou. Une première remarque sur la traduction qu'a proposée Marie Darrieussecq. Je n'ai pas lu cette traduction parce que moi, vous l'avez pigé, j'ai l'édition Quarto. La traduction, c'est celle de Clara Malraux. Rien que le fait que ça vienne de Clara Malraux, avec l'histoire que l'on connaît de Clara Malraux. Cette femme à qui son mari a refusé un destin littéraire pour qu'elle s'occupe mieux de lui. Vous imaginez la souffrance qu'a dû ressentir Clara Malraux, l'abnégation qui lui a été demandée, et dont elle était forcément consciente puisque traductrice d'une chambre à soi. Je pense qu'il faut y penser, au silence des traductrices. Ce qui va nous rester, c'est le texte. Et Darrieussecq a proposé une pièce à soi. Et je trouvais ça intéressant, mais j'ai quand même été pas mal chiffonnée par cette idée. Chiffonnée parmi plein d'autres, moi je passe ma vie à être chiffonnée. Jusqu'à mettre le doigt là-dessus il y a 2 jours. Pourquoi une pièce à soi me plaît pas? Bon, pas pour la polysémie, une pièce et une pièce de monnaie par exemple, mais vraiment je restais dans l'idée matérielle de la pièce, qui ne soit pas forcément une chambre, puisque, nous disait-elle, et cette idée circulait, cette pièce ne devrait pas forcément être une chambre. Pourquoi les femmes seraient-elles cantonnées à la chambre? Et en même temps, là, je me suis dit, mais ce qu'on oublie ce faisant, c'est d'abord cette assignation des femmes à la chambre, une chambre qui ferme avec un verrou. Je vous rappelle que Virginia Woolf a été victime d'inceste. Le fait que la chambre puisse fermer avec un verrou de l'intérieur, évidemment, il ne s'agit pas d'en être prisonnière, ça a du sens. Mais là, et je vais commencer par un non-dit du texte, cette chambre, elle permet aussi d'ouvrir la porte, si je puis dire, à une dimension qui n'est pas qui n'est pas explicitée chez Woolf, mais je pense qu'il affleure ça et là, qui est celle que cette chambre soit à soi, et donc il s'agirait aussi de prendre en compte ce que les féministes matérialistes peuvent appeler le travail sexuel, le coït hétéro normé, etc. Mais à savoir que cette chambre, là, il s'agit d'une chambre solitaire. Et donc ce qui est aussi présent là-dedans, c'est cette question de la promiscuité, éventuellement avec des hommes, mais ça n'est pas dans le texte de Woolf. Et en même temps, elle s'adresse à une assemblée de femmes. Ça, c'était vraiment une petite remarque préliminaire. Je sais pas, j'ai mis le doigt là-dessus hier. Écoutez, quand on ne peut plus rien faire, on réfléchit. Et je dois bien avouer que ces temps-ci, c'est quand même compliqué d'arriver à très peu à lire, encore moins à écrire. Je ne fais que l'essentiel, et là, j'attends un peu que mes copies s'accumulent pour pouvoir les attaquer, mais le télétravail, ça demande quand même une prise de tête maximale. Restant entre 4 murs, je vois
aussi des choses quand même, enfin le texte de la demande de ces 4 murs et de 4 murs individuels, personnels, a franchement résonné. On revient sur Une chambre à soi. Dans l'édition Quarto, on a quelques citations extraites du journal qui sont plutôt jolies. Texte de 29, apparemment révisé. Je ne sais plus par qui, mais par les éditeurs. Qui sont les éditeurs de ça d'ailleurs? Alors, je tiens quand même à signaler que dans celui-ci, il y avait un truc sur profession féminine, je crois, que je n'ai pas... Enfin, c'est la première fois, et notamment chez un Quarto, que le sommaire annoncé en 4e de couverture ne correspond pas au sommaire de la table des matières, ni au texte. Il manque un texte. Rembourser le texte manquant. Comment puis-je ne plus rêver ce texte manquant que je n'ai pas trouvé sur internet? Bon, ça c'était un détail. Une chambre à soi, c'est un texte qui est long et qui a une forme très particulière et qui là m'a saisi de plein fouet ces derniers jours parce que c'est un texte qui va allier véritablement la littérature, mais la littérature comme fiction et volontaire, et qui adopte une posture volontairement fictive et une théorie en fait matérialiste. Puisqu'il s'agit alors donc d'une conférence qui a été demandée à Woolf. Je ne sais absolument pas à quoi ressemblait réellement la conférence, je ne suis vraiment pas une spécialiste de Woolf. Alors, c'est marqué, il y a une note, soyons intelligentes, regardons les notes, première publication en 29, cet essai reprend 2 conférences prononcées à l'Art Society de Newham et à l'OTA, One Damn Thing After One Other, allemand LV1, ça sera toujours ma malédiction, Society at Girton, 2 collèges féminins de Cambridge en octobre 28. Les conférences étaient trop longues pour être prononcées en entier et ont ensuite été remaniées et augmentées. Bon, c'est exactement ça. Et donc, c'est aussi devant un public de femmes. C'est intéressant de voir ce moment où une femme peut s'adresser à des femmes. Ils ne sont pas si courants. Et la forme adoptée par Woolf est donc une forme qui est marquée par une adresse. Ça va se sentir quand même beaucoup au début, et à la fin de ce discours. L'ensemble est découpé en chapitres. C'est intéressant que ce soit des chapitres et pas des sections, ou juste des astérisques, ou des choses comme ça. Et qui part du sujet comme un sujet imposé, et comment, en fait, cette réflexion sur la fiction la ramène à la réalité, mais qu'elle va présenter sous une forme de fiction. Et ça, c'est vraiment un truc qui lui permet, en fait, de mettre en place une expérience de pensée, en fait, de multiples expériences de pensée, à savoir, d'abord, elle se promenant à Oxbridge, transparent, marchant sur le gazon et étant rappelée à l'ordre, déjeunant avec les professeurs, mais le soir étant réduite à un repas bien plus succinct avec une amie nommée. J'ai pas fait de recherche pour savoir si les noms étaient justes ou pas, il y en a où clairement je les identifie comme des noms de l'histoire littéraire réelle. Beaucoup d'autres sont inventés, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Et elle commence à égrener, en fait, cette narration, cette mise en récit, de moments de pensée presque théorique, de maximes d'énoncés à valeur générale, avec un super présent de l'indicatif. On ne peut pas penser réellement si l'on n'a pas eu un bon repas au préalable. Et cette idée ramène à la réalité, qui va être celle donc de l'alimentation, et ramène vers cette pensée des conditions matérielles d'existence des femmes. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle se promène à Oxbridge, de façon prototypique, elle marche sur le gazon et se fait refouler, elle veut entrer et se fait refouler, elle va à la bibliothèque et il lui faut un mot d'un professeur, elle va à une autre bibliothèque et elle commence à étudier l'histoire des femmes, se remarquant, presque naïvement, à quel point tous les ouvrages qui lui tombent sous la main sur les femmes sont des ouvrages globalement récents, mais surtout écrits par des hommes, et très peu par des femmes. Et elle fait la recherche inverse. Qu'y a-t-il d'écrit sur les hommes? Nada. Ils sont étonnants, tous ces hommes qui s'intéressent aux femmes, au point de parler à leur place. Elle poursuit sa quête. Et tout cela, en fait, dans l'optique. C'est vraiment du found footage. Elle montre les conditions de réalisation de cette conférence par une mise en situation d'elle-même, se documentant. Et étant confrontée à l'absence de documentation et à la quasi-absence d'histoire, elle essaie d'imaginer, cette question elle sera aussi posée par Nochlin, Nochlin,
Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes, féminines? Ça, vous le trouvez sur archive.org en anglais si ça vous intéresse. Mais Woolf pose cette question bien avant. Hein. Noclin, c'est la seconde vague, hein, donc là on est en 29, après les suffragettes. Elle se pose cette question-là et elle imagine, le passage est célèbre, c'est celui-là que j'ai choisi pour mes étudiants et mes étudiantes, la sœur de Shakespeare. Qu'aurait été la sœur merveilleusement jouée de Shakespeare? Et c'est intéressant bien sûr qu'il s'agisse d'une sœur, puisque la sœur aura donc eu les mêmes parents. Mais les mêmes parents auront agi différemment avec une sœur par rapport à Shakespeare. Et elle reprend les étapes de la vie de Shakespeare, nouveau petit récit, pour montrer ce qu'aurait été le destin de cette sœur de Shakespeare. Bon, en gros, elle aurait fini folle, parlant seule sur une lande, ou suicidée, enterrée, anonymement, à un carrefour. Parce que le monde est fermé. Un monde public, un monde de travail, un monde de publication, de lecture, est fermé aux femmes au XVIe siècle. Et donc il n'y aurait pas pu avoir de Shakespearette. Elle ne dit pas Shakespearette, ça c'est moi. Et cette impossibilité matérielle explique. Cependant, elle ne s'arrête pas là. Et ce passage, si célèbre soit-il, n'épuise pas la question de ce que Kristeva appelait le génie féminin, mais je trouve Woolf plus prudente, mais cela dit, je lis peu Kristeva. C'est moi-même qui pêche par omission de prudence. Parce qu'elle remonte ensuite l'histoire aux premières autrices, femmes de lettres. Elle va dire des femmes poètes. Et la révision du texte n'aura pas changé cela. Je n'ai pas du tout regardé le texte en anglais. Et montre, rappelle, et ça elle le fait encore une fois par une représentation d'elle-même, donc ce qu'on appelle l'éthos, la mise en scène de la locutrice dans son propre texte. La locutrice regardant sa bibliothèque et cherchant les ouvrages de femmes. Et les lisant, et les resituant, et recontextualisant. Et t'as l'autrice, et c'est là où je sais vraiment pas si elles sont réelles ou pas, qui a écrit, qui a fini folle, isolée dans son château, et qui a été particulièrement décriée parce que c'est une femme qui a osé écrire et publier avec cette mise en regard d'une épistolière qui condamne, elle aussi, cette folle audace qu'une femme a pu avoir au XVIIe, fin XVIIe, d'écrire. Et comment, en fait, ces lettres de cette épistolière anglaise, elles-mêmes contiennent tout ce qui fait le talent, le don d'un écrivain, et en passant là aussi par des mises en récit, comme Woolf les pratique elle-même depuis le début d'une chambre à soie. Et tout cela, ça ouvre le texte considérablement. C'est pour ça que cette chambre n'est pas une fermeture. Elle continue. Elle est quand même ironique. Hein. Elle continue par Austen et Brontë, et ce moment où des femmes commencent à écrire. Et pourquoi des romans et pourquoi pas autre chose? Parce que ces femmes ont écrit sans avoir une chambre à soi, mais dans le salon commun, et qu'elles se sont trouvées, et pauvres, à ne pas pouvoir, précise-t-elle, acheter la prochaine rame de papier pour écrire Les Hauts dieux hurlevent, et constamment interrompues et cachant sous le couvre-main, oh, j'ai oublié le nom de ceci, cachant leurs manuscrits au fur et à mesure de la rédaction. Parce que cette écriture, elle commençait à être possible, mais elle ne pouvait toujours pas être assumée. Et encore moins assumée au sein de la domesticité, au sein du logement familial. Et donc comment la promiscuité a donné des formes littéraires, ici le roman, et des romans qui pouvaient être interrompus, mais aussi des sujets d'écriture, parce que l'expérience qu'elles ont pu avoir de la vie a été réduite par l'expérience qu'elles ont faite de la vie en tant que femmes. Et donc, on arrive sur le roman d'analyse psychologique. C'est extrêmement douloureux, en fait, de lire Une chambre à soi. Pas forcément en ce moment pour des questions de confinement, mais pour le constat de cette fermeture des possibles, et le constat permanent, régulier de cette fermeture des possibles. Qu'est-ce qui arrive ensuite? L'ouverture à d'autres types d'écriture. Alors, j'ai été assez sensible aux comparaisons stylistiques qu'elle peut faire entre la mise en retrait de soi,
la colère rentrer, ou au contraire ce qu'elle appelle la probité d'une écriture de femme qui va pleinement rechercher ce qu'elle peut dire. Alors ce qu'elle appelle la probité, ce n'est pas une honnêteté pratique quotidienne, c'est une intégrité dans la retranscription d'une réalité vécue. Et ça, c'était quand même quelque chose d'extrêmement émouvant. Elle va jusqu'à comparer le phrasé donc, de Brontë d'Austen à celui d'Homme, et dans lequel, pour un temps, elle se sent plus à l'aise parce que l'aisance du monde se retrouve dans le style. Ça, c'est quand même intéressant. Et on remonte, et elle suppose quelque chose de très étrange, qui était une espèce d'androgynie de grands auteurs comme Goethe, Coleridge, elle va jusqu'à Proust. Et la nécessité en fait d'avoir un esprit complet, et en supposant que notamment les suffragettes, mais elles ne leur jettent pas la pierre du tout, mais ont amené une prise de conscience virile qui aurait coupé les hommes de ce qui serait plus ou moins un esprit féminin. Et c'est assez intéressant ces distinctions qu'elle opère, parce que déjà elles ouvrent à la possibilité d'une identité trans ou queer, mais parce qu'au niveau de l'écriture, ça permet et ça interdit même de limiter ces questions-là à des questions simplement d'écriture masculine et féminine. Ces questions-là sont au contraire systématiquement contextualisées, historicisées, et ne sont pas rattachées à l'essence ou à la biologie des personnes. Donc c'est vraiment, en fait, ce va-et-vient entre expérience de pensée, fiction, et lecture de fiction, lecture stylistique, et matérialisme, en fait, prise en compte des conditions d'existence, qui m'a semblé des plus éclairants ces temps-ci, et qui me pèse dans la production de Confinerie, également. Parce que cette fermeture, quand elle vous est imposée, c'est encore autre chose. Là, ce n'est pas moi qui ai actionné le verrou. Je continue. Alors, voilà, l'esprit androgyne, c'est page 1182 de l'édition Quarto. Peut-être l'esprit androgyne est-il moins capable de faire ces distinctions que l'esprit unisexué. Peut-être Coleridge a-t-il voulu dire qu'un esprit androgyne est résonnant et poreux, qu'il transmet directement l'émotion, qu'il est naturellement créateur, incandescent et indivisible. En fait, on en revient à l'esprit de Shakespeare, qui est le type de l'androgyne, de l'esprit masculin-féminin, et cela, bien qu'il nous soit impossible de dire ce que Shakespeare pensait des femmes. C'est intéressant, hein, ces distinctions, c'est vraiment, vraiment un texte subtil. Et toujours avec cette mise en scène d'elle-même en tant que lectrice, et lectrice ensuite d'un livre sur lequel elle est plutôt réticente au départ, un peu trop naturaliste, et qui en fait, je crois, donc c'est... alors, j'essaie de retrouver le nom qu'elle donne à cette autrice. Alors, avec des rapprochements, enfin, puis une écriture toujours très, très ironique, mais où elle imagine, en fait, un roman qui commence à prendre en compte ce vécu des femmes, et qui peut commencer à retranscrire avec probité cette existence des femmes. Et ça, c'est vraiment intéressant, et c'est aussi intéressant de montrer comment sa lecture se situe dans une histoire de la lecture elle-même, et comment elle évolue par rapport à ce qu'elle ressent de ce livre, d'abord d'une certaine appréhension, voire répulsion, jusqu'à une compréhension empathique. Et surtout, tout cela s'achève sur une adresse directement à son auditoire, donc auditoire double, auditoire assemblée, public, lectorat, lectorat féminin, lectorat surtout de femmes de lettres, qui écrivent, et qui vont écrire, et pas seulement de la fiction, pour leur dire qu'il s'agit maintenant d'écrire. Je suis page 1189. C'est pourquoi je voudrais vous demander d'écrire des livres de tout genre, sans hésiter devant aucun sujet, quelle qu'en soit la banalité ou l'étendue. J'espère que, d'une façon ou d'une autre, vous avez assez d'argent en votre possession pour voyager, vivre dans l'oisiveté, contempler l'avenir et le passé du monde, rêvasser sur des livres, musarder au coin des rues, et laisser la ligne de la pensée s'enfoncer profondément dans l'eau du fleuve. Ça prend même en compte le harcèlement de rue. Car
je ne vous confine nullement au roman. Si vous vouliez me faire plaisir, et à des milliers d'autres que moi, vous écririez des livres de voyages et d'aventures, de recherche et d'édition, d'histoire et de biographie, de critique et de philosophie et de science. Et ce faisant, vous enrichiriez l'art de la fiction, car les livres s'influencent, pour ainsi dire, réciproquement. Se trouver en tête à tête avec la poésie et la philosophie rendra la fiction meilleure. De plus, si vous regardez attentivement l'une des grandes figures du passé, Sappho, Lady Murasaki, Émilie Brontë, vous verrez qu'elle est en même temps héritière et pionnière, et qu'elle est venue au monde des lettres parce que les femmes s'étaient déjà habituées à écrire, de sorte que toute activité littéraire, même prélude à la poésie, serait inestimablement précieuse pour vous. Et c'est vraiment là que s'achève, alors avec encore 2-3 pages, une chambre à soi, avec cette idée que je trouve mais extrêmement importante, extrêmement touchante, et qui elle-même fait de la chambre un monde, à savoir que je nais de mes aînés, et en tant que femme écrivante, je me nourris des lectures, non seulement des lectures d'hommes, mais aussi des lectures de femmes, et que l'on peut se mettre à écrire quand on a déjà eu des modèles, et qu'il faut remercier ses aînés. Mais si on est des aînés, on est aussi des aînés. Et en fait, ce qu'elle place là, ce qu'elle est en train de mettre en place, de construire, d'élaborer, c'est vraiment une histoire de la littérature féminine qui s'appuie sur celles qui ont précédé, mais qui invite également les femmes de lettres présentes à ces 2 conférences, lisant le livre, à elles-mêmes prendre en compte cet égoïsme. Et Renan disait que Goethe avait raison d'être égoïste, qu'il avait d'autres choses à nourrir. Il s'agit de tuer l'ange du foyer pour finalement donc cesser ce dévouement pour se consacrer se dévouer à autre chose qu'au présent immédiat et finalement contingent de l'exploitation domestique, pour aller vers la création, parce que nous sommes en fait responsables de la littérature qui viendra demain, et qu'il faut aussi nourrir celle-ci. Et là, peut-être que je ne suis pas confinée dans le roman, mais je suis confinée tout court, et je crois que j'avais besoin de lire un texte comme cela qui fasse de la chambre en monde une bibliothèque, et qui permette d'avoir cette forme de transcendance historique, je ne sais pas si on peut réellement dire cela, mais on va essayer de le faire, permettant de tisser une lignée à partir des lignes. Je vous dis à bientôt.